Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thibaut et vous écoutez le Jour Pop Off, le format sans filet et sans filtre du Jour Pop. Et aujourd'hui, on va parler de la Star Academy. Jingle, et c'est parti. J'en ai des choses à dire sur cette saison 2025, saison 13 de la Star Academy. Ça fait plusieurs jours là depuis la finale que je me dis, je me dis pas qu'est-ce que je vais raconter, je me dis comment je vais pouvoir tout dire sans passer 3 heures, parce que j'ai beaucoup de choses en tête et beaucoup de choses à dire sur cette saison que j'ai adoré. Voilà, je vous le dis direct, j'ai adoré cette saison-là, mais la première chose qui m'est venue en tête, c'est le titre que j'avais donné à cet épisode. Et le titre, bah, vous avez cliqué dessus, donc vous le connaissez. Là, j'hésite encore sur le verbe que je vais utiliser, mais ce serait certainement les fans ont gâché cette saison de la Star Academy. Car moi, j'ai vraiment passé un très bon moment à suivre cette saison pendant 4 mois, c'est ça, depuis le 18 octobre. Mais alors, le public sur les réseaux sociaux évidemment, mais quel public de merde, franchement. Bref, bon, il y a quand même beaucoup de choses à dire, ce sera pas le cœur de cet épisode, je vais évidemment en reparler, j'ai aussi envie de vous donner mon avis sur Ambre, sur l'avenir de Ambre aussi, Amber Jada. Pour commencer, alors vous savez, hein, le concept de ce jour pop, c'est que c'est sans filet, sans filtre. J'ai quand même une petite trame des thèmes que je vais aborder, mais rien n'est écrit, donc je laisse un peu ma pensée divaguer. Puis c'est un format qui vous plaît bien, parce que vous avez été très nombreux, et je vous en remercie, à écouter le précédent jour pop off sur les attentes 2026. Et je vous avais dit que je parlerais de la Starac, parce que je me suis vraiment passionné pour cette saison. Alors, le premier jour pop-off que j'ai fait il y a 2 ans, à la suite de la victoire de Pierre Garnier, c'était déjà sur la Starac, donc je vous refais pas toute ma relation avec cette émission que je suis depuis 25 ans cette année. Vous pourrez l'écouter. Mais j'avais pas fait un épisode l'an dernier. En fait, pour tout vous dire, l'an dernier, j'avais pensé logiquement à faire un débrief de la saison 2024, la saison de Marine, mais j'ai moins accroché à cette saison. Probablement, et je pense aussi par le casting, j'ai moins accroché aux personnalités de la saison. Mais il se trouve, et ça on en avait parlé avec Florent, Anaïs et Gonzague dans l'épisode de Récap 2025, qu'il y a des artistes hyper intéressantes au féminin qui en sont sortis. Les trois sont Marine, dont je vous ai dit que j'avais adoré l'album, Ebony et Marguerite. Voilà. Trois nanas hyper intéressantes, trois nanas qui ont des choses à dire, trois nanas qui ont déjà un univers assez établi. Mais je crois que déjà, à l'époque, le public m'avait gavé. Je vais revenir plus tard sur ce sujet-là, parce que j'ai quand même envie de commencer par un aspect positif. Quels étaient pour moi les deux gros points positifs de cette saison? Le casting. Alors déjà, j'ai adoré le casting. Le seul gros bémol sur ce casting, ils étaient trop nombreux pour moi. 17 semaines, j'ai trouvé ça très long. J'ai trouvé que c'était très long pour arriver au prime de la tournée. Parce que pour moi, la Star Academy, désolé pour tous ceux qui sortent avant la tournée, mais le sel, en tout cas, de l'émission, pour moi, commence vraiment à partir de ce moment-là, et on s'attache vraiment aux candidats. Moi, en tout cas, je m'attache vraiment quand ils sont plus que 8, 9, parce que bah, ils ont logiquement plus de temps d'antenne, ils se connaissent mieux, on les voit aussi plus sur les primes. Moi, j'ai pu faire le deuxième prime. J'ai eu la chance d'être invité au deuxième prime de la saison. Donc, c'était celui de la première élimination. Donc, ils étaient tous les 17 là. Et c'est vrai qu'il y en a, je me souviens, genre Théo Camion, par exemple, il a chanté une ligne sur ce prime-là. Donc, c'est pas, ils étaient beaucoup trop pour moi. Je pense que le meilleur nombre, c'est 14-15 candidats, quoi. Là, pour moi, il y avait 3 semaines de trop. Et il y avait des candidats qui étaient clairement en dessous et qui sont logiquement partis dès le début. Hein. Pour moi, Lenny, Emma et j'allais dire Théo Camion, pour moi, ils sont partis au juste moment. Voilà, donc le casting, pour moi, j'ai trouvé qu'ils étaient hyper talentueux, les filles. Les filles, et ça, je crois qu'ils l'avaient annoncé dès le début. Elles ont tout cassé. C'est pas étonnant que, en fait, à la tournée, bah, il reste que des nanas. Les deux queers, Victor et Bastian, qui étaient vraiment les gars les plus intéressants. Et Théo Kiné, qui était le seul beau gosse hétéro, cis blanc de la saison, et il en faut un. Il y avait beaucoup de talent, il y avait beaucoup de profils assez différents. Et j'ai eu pas mal de critiques aussi, disant que c'était déjà des professionnels, qu'ils avaient déjà leurs chansons, etc. Que c'était pas ça la Star Academy.
moi, je trouve que c'est cette Star Academy qui est la plus intéressante. Moi, des Jean Pascal qui savent pas chanter, franchement, mais on n'en veut pas, quoi. On veut pas des cassos comme Jean Pascal, clairement. On veut des gens qui nous procurent des émotions et qui ont déjà quelque chose en eux qui soit un peu habité, quoi. Et moi, une nana comme Sarah, mais elle me transporte directement. Et Ambre, c'est le cas aussi. Et même une fille comme Jeanne, on est beaucoup tombé aussi sur Jeanne, sur le fait qu'elle a déjà une chanson. Elle a un talent d'autrice-compositrice, elle a un talent d'interprète aussi, et la chanson est bonne. Donc, il y en a d'autres, hein, qui ont sorti des chansons avant, et qui sont passées totalement inaperçues, hein. Une fille comme Emma, elle avait sorti un son avant, bah, personne s'est arrêté dessus, parce que la chanson, bon, elle était peut-être pas au niveau de celle de Respire encore. Non, Respire fort. Respire encore, c'est Clara Luciani. Donc, voilà, moi j'ai trouvé que ce casting était vraiment hyper intéressant, vraiment bien, une belle cohésion entre eux. Je trouve que la vie de château après la tournée était hyper plaisante à suivre. Et je sais déjà que, je pense que c'est ma saison préférée depuis les reboots et une de mes préférées de toutes les saisons de la Starac, parce que je sais déjà que il y en a plein, il y a plein d'élèves et plein d'artistes que j'ai envie de suivre désormais, quoi. Ambre, Victor, Sarah, Jeanne, très curieux de ce que fera Anouk, très curieux de ce que fera Bastian également. Donc, ouais, il n'y a pas autant d'élèves et de candidats que j'avais envie de suivre dans les saisons précédentes, y compris celle de Pierre Garnier. Ça, c'est pour le casting. Pour l'autre point positif, ce sera une personne, Jonathan Jeanvrin. Oh là là. Alors, pas physiquement Jonathan Jeanvrin, hein, même s'il a beaucoup d'atouts, mais sur ce qu'il a apporté au show, quoi. Et je trouve qu'il a vraiment dépoussiéré la Starac. Il a proposé vraiment des vrais tableaux pop, quoi. Et ça faisait vraiment plaisir, quoi. Alors, il n'est pas tout seul, hein, je tiens à le dire parce que on oublie beaucoup. Alors, c'est un garçon qui s'appelle Angelo, je crois, qui est lui aussi chorégraphe, en tout cas, ou qui est chef danseur de la Starac. C'est pas lui, c'est pas Jonathan qui fait tous les tableaux, évidemment. Mais en tout cas, il a apporté quelque chose de vraiment intéressant que Malika, aussi sympathique soit-elle, n'avait pas. Et il a surtout apporté quelque chose qui est pas ringard, parce que ça, je l'avais déjà dit dans le jour pop-off que j'avais fait il y a 2 ans. Faut arrêter d'idolâtrer Kamel Wally, parce que c'était toujours, mais ultra cheap, ce qu'il proposait, quoi. Tiens, tant que je suis sur les profs, du coup, donc Jonathan, meilleur recrue, évidemment, donc j'adorerais qu'il reste, je pense qu'il va rester, parce que vraiment, il a clairement marqué la saison. Sophia, excellente prof de chant, rien à voir avec, j'oublie son nom, Adeline Tognuti, qui, elle, vraiment cherchait plus la célébrité qu'autre chose, plutôt que de vraiment donner des cours de chant. D'ailleurs, je crois que c'était Marlène et Lucie qui donnaient plus de cours de chant qu'elle. Marlène. Alors, Marlène en professeur d'expression scénique, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu parce que je suis ok sur le fait que on est dans une époque beaucoup plus bienveillante que celle de Raphaël Ricci, mais à un moment, il faut pas faire de l'excès de bienveillance et il faut aussi dire les choses comme elles sont. Des fois, j'ai trouvé que les jugements étaient vraiment à côté de la plaque et elle n'apportait pas grand-chose au débrief. Moi, je la trouvais excellente en répétitrice. Je crois, j'avais vu une interview où elle était très frustrée de ce rôle-là. C'est vrai que le rôle qui est donné à Lucie et à Fanny surtout, parce que Lucie est quand même très mise en avant, parce qu'elle a cette histoire avec la Star Academy, machin et tout ça. Le travail que fait Fanny, parce que je pense que c'est une fille assez humble, n'est pas du tout valorisé. Et le fait qu'elle soit reléguée comme ça à l'arrière, en plus à l'arrière du plateau, je trouve ça vraiment dommage, parce que il me semble qu'à l'époque, les Richard Cross et les Jasmine Roy étaient à la table, mais à challenger, mais il me semble qu'ils étaient à la table des profs. Mais bon, voilà. Donc là-dessus, moi, je serais pas déçu si Marlène ne remplit pas l'année prochaine. Et Papy, prof de théâtre. Alors, bon, ça, je pense que tout le monde l'a vu. Je crois qu'il y a eu 2 comédies musicales. Il avait eu 2 lignes à faire sur les primes. Il s'est planté à chaque fois. Euh, voilà. C'est court. Bon, j'ai pas été hyper convaincu de ce que j'ai vu en tant que prof. Si ce n'est qu'il a un carnet d'adresses incroyable. C'est lui qui a, genre, je crois, découvert Jamel Debbouze. Donc c'était plus facile pour faire venir Jamel. Je sais pas si voilà, ça a fait une quotidienne sympa. Moi, je préférais largement Hugues de la saison précédente. Donc, s'il rappelait Hugues, je pense que ce serait plutôt cool.
Dans les changements qu'il y a eu cette saison, il y a eu évidemment l'arrivée de Jonathan dont je viens de parler, mais il y a eu autre chose, et ça pour moi c'est le gros point noir qui a un peu plombé la saison, c'est les challenges hebdomadaires. Alors, la Starac est une compétition, évidemment, c'est tout le principe, mais ils ont voulu cette année challenger chaque semaine avec une thématique de compétition différente. Donc c'était la semaine des duos, la semaine des profs, la semaine des évaluations, la semaine des destins croisés, la semaine des machins, la semaine des trucs. Et toutes les semaines, il y avait un thème. Et franchement, c'était inutile. Ça nous a empêché d'avoir des moments très cool, notamment sur les primes, parce que je crois qu'avant les demi-finales, il n'y a eu aucun duo entre élèves qui ne soit pas un challenge, un top 3, un truc comme ça. Je crois que le seul duo un peu sympa qu'il y a eu, c'était entre un peu sympa. C'était entre Léane et Théo Camion, juste pour surfer sur leur petite relation. Mais sinon, c'était tout le temps sujet à une immunité, un machin, un truc. À un moment, en fait, juste faites une évaluation normale et ensuite faites un classement. Même ces histoires de top 3, immunité, c'est pas. Moi, ça m'a pas apporté grand chose au show, clairement. Une des pires pour moi semaines, ça a été cette semaine où ils étaient avec des suites. Là, il y avait la semaine des groupes. C'était les suites jaunes, les suites roses, les suites bleues, là. On sauve une équipe, puis en fait, machin. Et en fait, c'est pas du tout équitable. Enfin, j'ai trouvé que cette semaine-là, vraiment, n'apportait rien. Créait juste des déséquilibres dans la compétition. Et, euh, mais ça n'apportait rien. Franchement, moi, ça ne m'a même pas diverti un instant. Et chaque semaine, je disais, ah, mais qu'est-ce qu'ils vont nous trouver encore? Ils peuvent pas faire juste, voilà, une éval, un thème, et on continue comme ça. Enfin, j'ai trouvé que ces mécaniques n'ont pas été un plus, et ont même été un moins, parce que du coup, les élèves étaient dans la compétition permanente et n'offrait pas vraiment des moments artistiques un peu intéressants sur les primes. Ils étaient toujours challengés pour gagner une immunité, sauver la nomination. Ah ouais, il y avait des trucs où il fallait voter plusieurs fois dans la soirée aussi pour sauver un élève, machin. Il y avait des rounds de vote. Enfin, c'était mais inutilement compliqué, alors qu'il y a une mécanique de base qui est très solide, qui vit bien. Et ce qui fait l'intérêt du spectacle, et ils le savent très bien, c'est le casting qu'ils font. Et le casting était très bien pour pouvoir tenir 4 mois sans devoir aller créer des surprises, des machins, etc. quoi. Et ma deuxième petite déception, c'est les parrains. Voilà, j'ai trouvé que c'était clairement en deçà de ce qu'avaient pu être Vita et Clara Luciani l'an dernier. En fait, on fait venir Ed Sheeran, mais ça n'a pas de plus-value, si ce n'est de dire que c'est un parrain. Oui, ça fait bien pour la promo de l'émission, mais il n'était même pas présent à la finale parce qu'il avait autre chose à faire. Donc voilà, TF1 a dealé ça avec Warner, et je suppute, parce qu'elle est dans la même maison de disques, que la petite contrepartie, c'était de mettre aussi Charlotte Cardin, même si elle était encore peu identifiée en France, elle avait qu'un succès. Voilà, on arrive à dealer Ed Sheeran, mais de l'autre côté, vous nous mettez Charlotte Cardin en avant. Ça a été un bon coup pour Warner, même si Charlotte Cardin, bon bah voilà, elle vit au Canada, donc elle a eu 2 sessions de promo en France. Et on l'a vu au début, et on l'a vu à la fin, et puis après on l'a pas vu pendant 2 mois, quoi, si ce n'est une fois au téléphone. Donc c'était pas des parrains très intéressants au fil de la saison. Voilà, même si je pense que Charlotte Cardin est une très belle personne, et quand elle a été présente, elle était bien présente. Mais vu l'implication qu'avaient pu avoir Vita et Clara Luciani, c'était un peu dommage. Ah, et il faut qu'on parle de Lady Gaga aussi. Ah non, mais ça, vous m'avez rendu chèvre. Je dis vous parce que j'ai reçu plusieurs DM quand elle était en France pour me demander si elle allait vraiment faire une surprise à Ambre. Alors, je vous adore, hein. Je vous adore. Et ceux qui m'ont envoyé le message vont se reconnaître. Asseyez-vous et réfléchissez à la situation. C'est-à-dire que Lady Gaga est une star internationale. Lady Gaga est en tournée. Vous pensez vraiment que Lady Gaga va prendre le temps
d'apparaître derrière la porte et sortir pour faire un coucou à Ambre. En fait, c'est pas possible. Et vous pensez vraiment que TF1 ne va pas faire 10 tonnes de promotion sur la venue possible d'une Lady Gaga? Je veux dire, c'est un enjeu énorme aussi pour TF1 de recevoir une star de ce niveau-là qui n'a fait aucune promotion en France depuis. Ça fait combien de temps qu'elle n'est pas venue chanter en France, Lady Gaga? Je crois qu'elle est plus venue chanter en France depuis Born This Way, je crois. Donc, à la télévision, je veux dire. TF1 n'allait pas la faire sortir. Et j'ai une amie très chère à mon cœur qui m'a dit: mais j'étais déçu de voir Camille Lelouch. Mais bien sûr, ça allait être Camille Lelouch qui allait ouvrir la porte. Ça allait pas être Lady Gaga. Elle a autre chose à faire. En plus, vous vous doutez bien que Lady Gaga, on l'appelle pas la veille en lui disant ma belle, est-ce que t'es dispo pour venir faire un coucou à Ambre? Non, bah, ça se prépare, ça se cale dans les agendas. Ces venues sont très calibrées pour juste pour vous donner un ordre d'idée. On m'a mis dans la confidence à la fin de l'été que le groupe Katsai allait venir à la Starac fin octobre. Donc ça fait août, septembre, octobre, donc 2 mois avant leur venue, c'était booké qu'elles feraient la Starac à telle date parce qu'elles allaient au Energy Music Awards avant, etc. Donc si moi on me l'a dit fin août, c'est que c'était booké depuis juin ou juillet, quoi. En fait, ces choses-là, sur des artistes de ce niveau-là, ça se book mais des mois avant, en fait. Je veux bien que Patricia Cass elle soit dispo. Je pense que Patricia Cass elle a plus le temps que Lady Gaga. Du coup, en fait, il faut juste essayer de comprendre un peu comment fonctionne ça et qu'il y a des dizaines de gens qui échangent les uns avec les autres, en fait. C'est pas Mathieu Verne, le producteur de la Starac, qui appelle l'agent de Lady Gaga, quoi. Ça passe par Universal, qui passe par Universal France, qui passe par les États-Unis, etc. Voilà, ça c'était juste pour vous faire juste mon point de vue sur Lady Gaga à la Star Academy. Mais du coup, ça me fait embrayer sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, tout ça, c'est venu des réseaux sociaux. Il y a eu tellement de trucs lunaires qui sont sortis depuis 4 mois qu'à chaque fois, je disais, mais les gens, mais réfléchissez en fait. Là, par exemple, j'ai vu récemment, il y a eu une interview de Mickey qui a dit que elle avait participé à la Starac parce que on lui avait proposé, qu'elle avait vu, elle avait regardé, elle avait bien accroché avec Mélissa et que du coup, elle avait demandé si elle venait à chanter avec Mélissa. Et j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux dire mais attendez, on nous ment, on nous fait croire. Alors ça c'est le truc, c'est on nous ment, ça c'était le grand truc. On nous fait croire que c'est Fanny et Lucie qui décident avec les prises de tonalité, mais en fait non, c'est les artistes, mensonges, trahison, complot, nana. Les gens, écoutez, vous pensez vraiment que c'est Lucie Bernardoni et Fanny Delègue qui vont vraiment dire quel artiste doit chanter avec qui? Quand des artistes sont bookés à la Star Academy, évidemment, ils donnent leur accord sur la personne avec qui ils veulent chanter. Et même le registre vocal, s'ils préfèrent chanter avec un homme, s'ils préfèrent chanter avec une femme, etc. C'est-à-dire que quand Lara Fabian vient à la Star Academy, qu'elle veut chanter La Différence, évidemment qu'elle a envie de le chanter avec Victor. C'est plus intéressant pour elle de le chanter avec Victor que de le chanter avec Ambre, parce que le message est différent. Évidemment que les artistes ont leur mot à dire, et surtout ont leur mot à dire. Donc, faut pas croire, enfin, il faut essayer de comprendre aussi comment ça fonctionne. Et je crois qu'ils ne se sont jamais cachés, ils n'ont jamais fait semblant que c'était Lucie et Fanny qui disaient: ah, tu chantes bien cette chanson, tu vas la faire. Tout ça est sujet de tractation avec, je pense, Mathieu Verne qui s'occupe de diriger cette émission, les agents de chaque artiste, les artistes eux-mêmes, etc. Alors après, oui, il y a des artistes peut-être qui s'en fichent, et là, on leur donne ce qui matche le plus avec eux. Voilà, ça c'est juste un exemple, parce que c'était un des plus récents, et sinon, mais il y en a eu mais des dizaines, et tous les jours, c'était de plus en plus lunaire sur vraiment, on nous manipule, on nous ment, etc. Et le pire, alors bon, c'était sur Jeanne. Alors Jeanne, le fait qu'elle ait une chanson avant, mais alors là, on a dit, mais ils veulent nous la faire gagner, ils la mettent en avant, machin. Quelle honte que elle la chante au Prime, etc., etc. Alors, il y a un sujet qui est que aujourd'hui la Starac a gagné en crédibilité auprès du milieu, grâce en grande partie à Pierre Garnier et le succès phénoménal qu'il a eu derrière. La Starac est aujourd'hui dans une volonté de montrer, de prouver
qu'elle est capable de renouveler la scène française. Et des cas comme Pierre Garnier, Elena, Marine ou Marguerite qui se retrouvent nommées par exemple aux Victoires de la musique. Une fille comme Marguerite qui arrive aussi à être programmée sur France Inter à l'Hyper Weekend Festival. Ça, c'est du pain béni pour TF1. Et TF1 et la Star Academy en démol, eux, leur objectif, c'est aussi de faire vivre cet écosystème-là. Et il se trouve qu'ils ont une nana comme Jeanne qui a un single qui marche. Et qu'est-ce qu'ils font? Évidemment qu'ils vont l'inviter dans l'émission pour qu'en fait assurer la promotion pour son single. Et ils ont fait la même chose avec Léo. Donc, pour le coup, moi, je trouve pas ça déconnant du tout de les mettre en avant, et c'est très bien joué de leur part. Il y a eu aussi le fait que Léa et Ambre n'ont pas eu le droit à un single inédit, et que du coup, elles se retrouvent lésées par rapport à Jeanne qui cartonne avec Respire Fort. Pourquoi ils ont fait un single à Ebony et Marine l'an dernier? Pourquoi ils en ont fait un Ebony en fait, la question. Parce que Marine, elle, marchait avec Ma Faute, qui était disponible sur les plateformes, qui était sortie 2 ans avant quand même. Donc du coup, il s'était dit le single marche, il faut qu'on le fasse chanter. Parce que ça peut faire le même coup que Pierre Garnier. Et ça a marché, parce que Ma Faute a été un tube. Mais il faut pas laisser Ebony de côté. Donc on va faire un single pour Ebony. Et je crois que c'était un titre qu'elle avait déjà écrit ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Mais le problème, c'est que la chanson de Ebony était bof. Était pas au niveau de celle de Marine, évidemment. Donc, eux, ce qu'ils voulaient, c'était capitaliser sur le fait qu'il y a une chanson déjà qui marche et la mettre sur le prime. Et ils ont eu raison de le faire. Et Ebony, de toute façon, a derrière construit sa DA qui n'a plus rien à voir avec Unforgettable. Cette année, il se trouve que ni Léa ni Ambre n'avaient de chanson. Et donc, moi, je trouve ça très intelligent de leur part de ne pas leur avoir sorti et fait un titre à la va-vite qui soit bof et qui soit potentiellement le premier single de la future gagnante, ou très sûrement le premier single de la future gagnante. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, évidemment, sur un premier single. Donc, ils ont contourné le truc en faisant l'hymne de la tournée, et je trouve que c'est une très bonne idée de leur part, et c'est très malin aussi. Waouh, c'était sûr que j'avais beaucoup de choses à dire, et encore, là, je suis sans filet et sans filtre, donc du coup, je ne sais pas vraiment où mon propos va me mener, mais j'espère que ça vous intéresse quand même. Tout ça pour vous dire que plus encore que ce public vraiment qui cherche des problèmes tout le temps, et aussi tous les influenceurs de la Star Academy qui voulaient commenter le show et qui voulaient un peu tirer leur buzz là-dessus. Et des fois, ça dessert aussi le propos et ça ne fait qu'inciter à des comportements vraiment limite de harcèlement en fait vis-à-vis d'élèves, quoi. Et je crois que tout le monde s'est pris une sauce. Hein. Alors vraiment, je crois que le pire c'est Jeanne parce qu'elle avait soi-disant piqué Léo à sa meuf, machin, etc. Enfin, bref, tout ça étant que c'était vraiment assez détestable et j'ai essayé en tout cas, parce que bon, à un moment, tu es quand même confronté au sujet quand tu t'intéresses à la Star Academy, mais à un moment, je me suis éloigné de Twitter, surtout Twitter, parce que vraiment, c'était pas possible. Il y a mon chien qui ronfle à côté, je sais pas si vous entendez ce bruit. Tout ça pour finir sur Ambre, ou Amber Jada, la nouvelle gagnante et excellente gagnante de cette saison. Moi, c'était un de mes 3 coups de cœur au début, d'ailleurs, dès le premier prime, c'était Sarah, Victor et elle. Je pense que j'ai pu me faire influencer à un moment par le nombre incroyable, littéralement, pas croyable, d'abonnés d'Anouk sur Instagram, qui est, je crois, plus de 500 000 abonnés, quelque chose comme ça. Elle est très sympathique au demeurant, Anouk. Je ne comprends pas qu'elle ait autant d'abonnés. J'ai cru qu'elle pourrait gagner, mais la preuve étant que c'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés sur Instagram que tu fais nécessairement carrière derrière. Et du coup, Ambre est pour moi une très bonne gagnante. Et je l'avais un peu dit sur Instagram, mais je suis très content aussi que Sarah n'ait pas gagné. Pour moi, Sarah était la meilleure candidate de la saison. Mais le problème de Sarah, c'est qu'elle a un univers qui lui va très bien, qui est cet univers de pop soul un peu UK, très Olivia Dean, très Amy Winehouse, quelque chose comme ça, très Adele. Et en France, on sait pas faire ça. Et si elle avait été signée chez Columbia, on aurait été incapable, enfin je sais pas, je la vois pas faire des titres avec Joseph Kamel et Daisy, qui lui aille, quoi. Donc pour moi, c'est une très bonne chose qu'elle ait gagné en visibilité et qu'elle ait désormais le temps de pouvoir
construire un projet qui lui ressemble sans la pression de devoir sortir un album d'ici le mois de juin. Concernant Ambre, j'espère en tout cas que les équipes qui vont l'entourer, les équipes de Sony, vont lui faire un projet qui corresponde à ce qu'elle nous a proposé, même si je sais qu'il y a des impératifs derrière de diffusion radio, de stream, etc. Et qu'il faut, voilà, déjà elle va chanter en français, ça c'est clair et net. Il faut pas se mentir, hein, ce sera pas une grande chanson à voix, parce que c'est pas ce qui marche aujourd'hui. Regardez Marine, on lui fait faire All By Myself sur la tournée, parce elle a vraiment ce coffre-là. Mais les singles qui cartonnent, eh ben, c'est J'ai le cœur maladroit et C'est pas ma faute. Voilà, c'est des petites chansons, des petites bleuettes. Et parce que c'est ce qui marche et c'est ce qui capte aussi. On n'est pas dans une ère où on gueule nécessairement en radio, pour schématiser le truc. Donc je ne vois pas du tout Ambre faire des grandes prestations vocales sur son premier single. D'ailleurs, j'ai émis une idée, et je pensais pas qu'elle allait autant plaire sur Instagram. J'ai mis, mais est-ce que ce serait possible que le premier single d'Ambre soit la reprise de Entrer dans la lumière, son excellente reprise d'Entrer dans la lumière de Patricia Cass, qui fasse attendre pendant quelques semaines le temps qu'elle prépare un vrai premier single, quelque chose de fort, etc. Moi, je serais pas contre le fait d'avoir une reprise pour faire patienter et pour avoir quelque chose en fait à se mettre sous la dent, parce que c'est ce qui a marché avec Pierre Garnier, c'est ce qui a marché avec Marine, parce qu'ils avaient une chanson, même si c'était une chanson inédite à l'époque. Je pense que c'est une stratégie qui peut être assez intéressante si je me prends pour un directeur de label, hein. Moi, en tout cas, j'espère vraiment que... Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans quelque chose comme pouvaient l'être les albums de Jennifer Nolwenn ou Élodie Frégé, quelque chose de surcommande, parce qu'on voit, ils ont réussi à faire un très très bon album à Marine, quelque chose qui lui ressemble. Ils ont fait appel à Edith Preto, à Adrien Gallo, ça j'ai pu en parler déjà dans l'épisode rétro 2025. Je trouve qu'ils ont réussi vraiment à lui faire un album qui lui ressemble et qui est pour moi le meilleur album d'un gagnant de la Starac, un album fait en 3 mois à peine. Et je pense que Ambre, ils peuvent lui trouver quelque chose de très intéressant, mais il faudrait que Ambre se détache un peu de Lady Gaga et qu'elle ne soit pas enfermée dans cette image de fan de Little Monster, parce qu'il faut qu'elle puisse aussi s'exprimer en tant qu'artiste. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Il y a beaucoup de gens, et même dans mes DM, qui me sont tombés, non, qui ne me sont pas tombés dessus personnellement, en critiquant la mère de Ambre, en disant que la mère de Ambre avait trop d'emprise sur elle, qu'elle essayait trop de placer ses pions, qu'elle avait déjà contacté des gens pour lui écrire des chansons, etc. Que voilà. Mais sincèrement, c'est pas une mauvaise chose. Enfin, pour rappel, Ambre, elle a 18 ans. Ambre, pour vraiment ancrer le truc, parce que quand on dit 18 ans, on se rend peut-être pas compte, mais Ambre, elle est née en 2007. Ambre, elle est née l'année où Britney Spears a sorti Blackout, quoi, et où Lady Gaga allait sortir Just Dance, quoi. C'est pas si vieux que ça. Et Ambre, elle était au lycée l'an dernier. Et le fait que sa mère soit vraiment avec elle, mais qui de mieux que sa mère pour l'entourer? Enfin, je suis désolé, mais quand on lâche une gamine de 18 ans dans la nature, vaut mieux être entouré par sa mère, surtout si elle est avocate et qu'elle connaît un peu les droits du travail, la propriété intellectuelle, etc., plutôt que de la lâcher avec, entre guillemets, des requins de maison de disques, même si on est loin de cette image-là aujourd'hui. C'est une très bonne chose que la mère d'Ambre et son beau-père soient très proches d'elle. Je vois pas du tout où c'est un problème. Et c'est ok. De toute façon, moi, je serai là, on va en reparler. L'album d'Ambre, c'est sûr qu'on en reparlera. Mais en tout cas, je serai aussi là pour suivre l'évolution de Jeanne, parce que je trouve que Jeanne, elle a un univers, elle a une voix. Je pense qu'elle s'est perdue dans sa relation avec Léo, qui a perdu le public, qui fait qu'elle n'a pas été soutenue plus que ça. Je vais évidemment suivre Sarah ma star, vraiment. Ultra fan de Sarah, et je suis très content qu'elle n'ait pas gagné, je le redis. Très curieux d'Anouk. Anouk, c'est un vrai sujet, parce que Anouk, même si elle n'a pas été sauvée par le public, elle a cette communauté sur Instagram qui va pas laisser les labels indifférents. Voilà. Parce qu'il faut savoir que, sachez que Sony préempte, on va dire, tous les candidats à la Starac. Donc c'est eux qui choisissent ceux qui veulent signer. Donc évidemment, ils signent chez Columbia la gagnante.
avec une avance de 100 000 euros. Donc pour vous rappeler ce que c'est qu'une avance, c'est-à-dire que, alors je crois qu'en plus Quentin Mosiman avait expliqué que c'était même pas 100 000, c'était 5, lui il avait 5 fois 20 000. Mais alors je sais plus comment c'est aujourd'hui, mais en gros, Pierre Garnier par exemple, on lui a donné 100 000 euros, et une fois que tout ce qu'il a gagné avec ce qu'on était, son album, etc., a atteint 100 000 euros, là il a pu toucher le reste. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas il n'a pas touché deux fois, il n'a pas touché un chèque de 100 000 plus les royalties de ce qu'on était dès le début, par exemple. Donc ça c'est pour Columbia qui signe le gagnant, et ensuite chez Columbia ils ont, qui est le label un peu phare de Sony, qui est le label de Beyoncé, qui est le label d'Harry Styles, qui est du coup le label de Pierre Garnier et de Marine, ils ont une option. Et donc ils ont une option sur un deuxième candidat, et l'an dernier ils ont très judicieusement signé Marguerite. Ça a été un très bon choix. Et l'année d'avant, c'était un choix un peu plus... Non, c'était pas un mauvais choix, parce que c'était un choix assez évident, c'était de signer Lenny, qui avait quand même beaucoup de potentiel, qu'on voyait aller très loin, qu'on voyait même gagner à un moment. Mais ils ont merdé sur l'ADA, et je pense que Lenny n'était pas assez mûre aussi pour proposer des choses, parce qu'elle avait aussi 18 ans. Elle n'avait pas la maturité qu'a une Ambre, clairement. Et donc le projet s'est un peu vautré de Lenny quand même. Et ensuite, ils ont d'autres labels, dont Epic, qui est le label, on va dire, un peu plus urbain, sur lequel ils ont signé Ebony. Et ils ont RCA, c'est le label d'Indochine, c'est le label de Kyo, c'est le label un peu secondaire, on va dire, de Sony, et sur lequel ils ont signé Elena. Et Elena, ils ont mis plus de temps à développer son projet, et ça a payé, parce que c'est un carton, et l'album est sorti 1 an après celui de Pierre, et elle a eu le temps, après la tournée, de pouvoir travailler sur des titres, etc. Donc apparemment Sony a signé Jeanne, évidemment un choix évident. Je serais très surpris qu'il ne signe pas Sarah et qu'il ne signe pas Anouk. Je serais très surpris. Bon, il est peut-être un peu temps de finir cet épisode là, parce que j'avais quand même beaucoup de choses à dire. J'espère que je vous ai pas perdu en cours de route. J'ai très hâte de les voir sur scène, parce que je pense que ça va être un très très bon show, et j'ai très hâte de les suivre évidemment, mais ça, si vous me suivez, vous savez qu'on va en reparler. Et puis, j'ai aussi hâte d'une nouvelle saison. Enfin, parce que c'était quand même une très bonne saison, c'est un très bon show. Éloignez-vous de Twitter, ce sera la remarque, parce que vraiment, il y a que de la merde sur Twitter. Vraiment. Vraiment, ça fait plus de mal qu'autre chose. Bon, tout ça pour vous remercier en tout cas une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. De vos retours, que ce soit sur les commentaires. Alors je crois que c'est sur Spotify que vous pouvez me faire des commentaires en direct sur l'épisode, je crois que sur Apple c'est pas possible, et de votre soutien, parce que ça fait toujours plaisir, et si je vous le dis, c'est que ça me fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs vous avez été très nombreux à écouter l'épisode sur Tattoo, je vous remercie, et je prépare le prochain édito, comme on dit, comme je dis, qui sera sur Kesha. Voilà, c'était la petite exclue. Merci encore pour votre écoute. Bonne nuit si vous m'écoutez dans votre lit. Bon jogging si vous m'écoutez en courant. Bonne séance si vous m'écoutez à la salle. Moi, j'écoute les podcasts à la salle. Bon travail si vous m'écoutez en travaillant. Enfin bref, merci à nouveau et à bientôt. What you waiting for?